Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission en live sur LinkedIn. Du bruit en coulisses, on décrypte les dessous de la communication et aujourd'hui une émission un peu spéciale en live sur LinkedIn. On va parler du classement Favicon que vous avez forcément entendu parler hier si vous êtes sur LinkedIn. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir du coup le fondateur de Favicon, cofondateur Jérémy, Margot, Head of Marketing, c'est ça? C'est ça, exactement. Et Julien, donc cofondateur des Années Folles. Exactement, toujours. Toujours. Et head of quoi du coup? Comment? Head of quoi toi? Head of moi déjà. Of influence. Je trouve que ça en jette énormément. Head of Influence. En charge du pôle influenceur, justement, c'est l'objectif d'aujourd'hui de parler du classement, mais pas que. On va aussi parler en première partie de Favicon et qu'est-ce qu'a apporté ce classement pour la marque. Et en deuxième partie, je sais que vous l'attendez tous, c'est tous les détails sur ce classement des influenceurs LinkedIn. Première question pour vous. Donc, on a aujourd'hui, bonjour Marie-Estelle, bonjour Inès, bonjour Stéphanie, bonjour Amélie. On a déjà des commentaires. Donc, cette fois-ci, on a bien pris notre téléphone. On est sur la table, on est à votre écoute. On va répondre un maximum aux questions. Et moi, la première question que j'ai pour vous, c'est si vous me devez me donner un nom d'un influenceur LinkedIn, le premier qui vous vient à l'esprit sur les réseaux, enfin sur ce réseau-là, c'est qui? Laissez-le en commentaire, on est curieux de voir. Et puis moi, je vais vous poser la première question autour de la table. Si vous deviez décrire LinkedIn à une personne qui sort, qui n'a pas Internet, qui arrive 10 ans après, et vous devez dire, c'est quoi ce réseau LinkedIn? C'est quoi pour vous? Qui veut répondre en premier? Je veux bien parce que je pense que la réponse, elle a énormément changé en 2 ans. Pour moi, LinkedIn, c'est le réseau social de l'écrit. C'est-à-dire que ça n'existait pas. Tous les autres réseaux sociaux, c'est des vidéos, c'est des lives, etc. Et LinkedIn, la raison pour laquelle c'est en train de monter en puissance énormément, c'est que c'est enfin, on peut s'exprimer par écrit, lire des choses de fond, sachant que les gens s'expriment en nom propre. Et du coup, les gens, c'est pas comme sur Twitter où derrière, tu peux rager avec des pseudos. Et du coup, il y a un vrai débat, il y a des vrais sujets de société qui sont abordés de plus en plus. Et ça rend le réseau social particulièrement intéressant. Ok, donc le réseau de l'écrit, pour toi, on développe. Exactement, le réseau social de l'écrit, c'est ce que je dirais. Moi, pour le coup, j'ai plutôt le côté créa. Et je trouve que dans cette année, justement, LinkedIn, c'est devenu un peu un réseau où il y a des formats qui sont longs, mais qui sont plus intéressants au niveau créa. Tout ce qui est carrousel, etc., on les a pas sur Insta, sur TikTok. On peut avoir pas mal de créa sur YouTube, mais LinkedIn, de plus en plus, on a plein de formats différents. Et c'est ça qui fait un peu aussi la force du réseau. Donc, créa, diversité de contenu. Ouais. Ok. Et toi, Julien? Alors, juste avant de répondre, je crois qu'il faut rester jusqu'au bout parce qu'il y a une annonce particulière. Ouais. Toi, tu me devances. Je pensais que c'était non, mais du coup, à dire en amont. Il y a une bombe à la fin. Oui, il y a une bombe. Il y a un nom qui va être lâché. Non, pas du tout. Restez connectés. Restez connectés. Non, je partage en fait ce qui a été dit. Je trouve que l'intérêt pour moi de LinkedIn, c'est que non seulement on s'exprime en son nom propre, avec un parcours, une histoire et une expérience, c'est ce qui fait la singularité, mais aussi le contenu, on peut aborder, je trouve que c'est le réseau, on peut aborder une pensée complexe par écrit, par des médias qui sont différents, notamment la newsletter qui a bien pris, je trouve, en ce début d'année, qui est une nouveauté. Évidemment, la Stories n'aura pas fait un long feu sur LinkedIn, mais en revanche, la partie effectivement carousel, articles et newsletter, je trouve que c'est vraiment une des spécificités sur LinkedIn. Je partage ce que dit Jérémy. Ok, newsletter, effectivement, moi je suis un grand fan de ce nouveau concept qui est vachement nouveau, qui est pas si nouveau que ça, mais en tout cas sur LinkedIn qui est tout nouveau et qui franchement fonctionne bien. On en avait parlé lors du dernier épisode. Merci pour vos retours. On va donc avoir une exclusivité, effectivement, tu fais très bien de le dire à la fin de ce live, donc restez bien connectés. On va lancer la première partie. On va parler de Favicon et du classement. Je fais un petit clin d'œil à Rémi derrière. Rémi, jingle. La montée des marches. Donc, alors, la montée des marches, c'est quoi? C'est l'idée, c'est de parler justement de la marque Favicon pour commencer et comment vous avez eu l'idée en termes de stratégie, pour parler de stratégie de communication de Favicon. Comment est venue l'idée? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Donc, ma première question, c'est finalement déjà, c'est quoi le classement Favicon? Parce que on va parler du concret. Qu'est-ce que le classement? Alors, déjà, juste pour répondre, au moins les gens prononcent Favicon correctement. Ça, c'est ça nous a apporté ça parce que à l'écrit, nombre de clients, de prospects qui disent Favicon. Là, non, Favicon, et je pense que voilà, ça dit autre chose de la marque Favicon. Exactement. Et voilà, c'est une petite boutade, mais déjà, ça nous a pas mal aidé. Le classement LinkedIn, en fait, c'est parti d'un constat qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, et que c'était extrêmement difficile de les identifier sur plein de thématiques. Et on s'était dit tout simplement avec Margot, et pourquoi on n'essaierait pas de les mettre nous en avant en utilisant notre méthodologie qui a fait ses preuves sur d'autres réseaux comme TikTok, YouTube, Instagram. Et du coup, on a décidé en octobre dernier de faire un classement en essayant de comprendre qui étaient les meilleurs actuellement sur LinkedIn. Et depuis un an, on voit que le LinkedIn a pris beaucoup d'ampleur
il y a de plus en plus de créateurs qui viennent et du coup, à chaque fois, on va de plus en plus loin. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager au démarrage, parce qu'on en parlait tout à l'heure rapidement, mais comment est venue l'idée d'un coup de se dire sur LinkedIn, on veut faire un classement parce que ça n'existait pas vraiment avant? En se rasant le matin, c'est ça? Tu dis, sous la douche, tu dis, c'était ça, c'était un peu ça, Jérémy. C'était un peu ça, en fait. Jérémy, il est arrivé un matin et il m'a dit, j'ai une idée. Il faut absolument qu'on analyse les influenceurs LinkedIn. Il y a des pépites, il y a des choses à regarder, etc. C'est qu'en fait, sur LinkedIn, c'est toujours les mêmes noms qui revenaient. Ouais. Et moi, je cherchais toujours des nouveaux, des experts en marketing, en sales pour nous aider, qui pouvaient faire du contenu intéressant. Et au final, à l'époque, t'avais Gambato, Mignot, des gens qui étaient là depuis longtemps. Et en fait, on s'est dit, mais moi, j'avais vu passer dans le feed des posts hyper intéressants et je me suis dit comment on pourrait faire pour que les gens aussi découvrent ces nouveaux créateurs. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée en disant, nous, on peut le faire parce que de toute façon, notre business, on est neutre. On est là pour permettre aux gens de savoir quelle est la qualité d'un influenceur sur un réseau social. Donc, on utilise notre favicon, on utilise notre méthodologie, on le fait sur LinkedIn, tout simplement. Ok. Et vous avez des métriques à nous partager depuis le lancement du classement pour la marque favicon, la viralité, comment vous avez fait en sorte que ce soit aussi vu au démarrage, puisque est-ce que vous avez contacté les personnes membres du classement pour relayer au démarrage ou quelle a été la stratégie? Je pense que ça va intéresser les marques de connaître un petit peu votre stratégie du démarrage. Au tout début, on s'attendait pas à autant de. Ouais. Enfin, on savait que ça pouvait intéresser parce que du coup, on en avait parlé un peu autour de nous et il y en a plein qui étaient intéressés pour trouver de nouveaux créateurs justement sur LinkedIn, pouvoir suivre des personnes intéressantes sur leur secteur. Mais on s'attendait pas à autant quand même de réponses, de visibilité, etc. De toute façon, nous, vu que sur favicon, on vend pas de données sur LinkedIn, etc. Notre objectif, c'était plus de faire de la visibilité et d'apporter du coup une réponse à toutes les personnes qui cherchaient des créateurs, qui cherchaient à suivre de nouvelles personnes sur LinkedIn. Mais on s'attendait pas autant. Quand on a lancé le premier, on était assez surpris. Et depuis, ça fait que augmenter à chaque fois. Et à chaque fois, on met de plus en plus de ressources parce qu'on veut vraiment donner une réponse pertinente. Alors, je vais dire un truc, voilà, pour que vous ayez votre argent, ça reste entre nous. Mais c'est vrai que la première version de l'Observatoire en octobre l'année dernière était quand même beaucoup moins précise. On avait moins de data, on avait moins de détails. C'est ce qu'on s'est dit aussi. C'est pour ça que vous n'étiez pas dedans. Oui, c'est ça. Je me suis regardé, je me suis dit, mais c'est pas précis. C'est pour ça. On aurait été dedans au premier, on aurait trouvé ça bizarre aussi. Exactement. Et du coup, notamment, il y avait une vraie prime au nombre d'abonnés à l'époque. Donc, il y avait des mecs qui étaient dedans, qui avaient 50, 70 000 abonnés. Okay. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur LinkedIn, ceux qui sont là depuis le début, il y a un vrai first mover advantage. Ils ont accumulé des abonnés. Aujourd'hui, ils font 3 likes et 4 commentaires. Dédicace à ceux qui nous écoutent, surtout. Ouais, mais d'ailleurs, je te fais très bien de rebondir parce que bonjour à tous, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à commenter. On parle Karina, Florence, Christophe, Stéphanie, Amélie. Et Nora forcément est là, Amélie, Inès. Donc il y a du monde qui vous écoute. Ça, j'ai pas eu de prénom dans mes DM là-dedans. J'ai pas tout hier. Ah, t'as des insultes. Non, mais oui, t'as des DM qui arrivent. Ah oui, mais DM, on doit aimer, oui, parce que lancer un classement en termes de stratégie de communication, on doit vous aimer comme vous détestez, quoi. Parce que si on n'est plus en classement, à partir du moment où tu notes des gens, ça repasse favicon. Exactement. Ah oui, c'est peut-être ça. Ouais. Ça peut être ça. À partir du moment où tu notes des gens, forcément, tu vas cliver et en plus tu touches à l'ego. LinkedIn, c'est un réseau qui est tellement basé sur l'ego des gens parce qu'au final, notre classement, est-ce que vraiment il y a un impact derrière? Je sais qu'il y a un petit impact pour ceux qui sont dans le top 10, dans le top 20. Au final, ça reste purement de l'ego. Alors, moi, on revient à une petite anecdote. La première version qu'on a lancée en octobre, il y a quelqu'un qui fait un classement qui n'était plus la deuxième version parce que moi, j'ai dit on avait plus de data et c'était pas légitime qu'il y soit. Et quand j'ai sorti, il m'a envoyé un message un samedi soir à 22h en disant Jérémy, il y a eu un bug. Je suis pas dans la mise à jour. Et on parle d'un père de famille, 50 ans, richissime. Il y a des commentaires, il y a des gens qui non, mais après, il veut chercher le nom. Mettez les noms. J'ai Romain qui me dit left the conversation avec un influenceur. Oui, c'est bien. Et on vous fait oui si c'est le bon. Non, mais moi, j'étais en soirée, je reçois ça, non, mais qu'est-ce qu'on fout? T'es une boîte qui cartonne, tu t'en fous d'être dans le classement de favicon ou pas. Et c'est vrai que ça touche vraiment à l'ego. Ouais, forcément, du coup, tu te fais détester derrière. Mais bon, après, il y a beaucoup de gens la grosse majorité des gens adorent l'initiative. Ils ont compris c'était quoi l'intérêt. Et globalement, on a eu plein de messages de soutien depuis hier, quoi. Ça vous, pour finir sur cette partie-là de favicon et de la marque avec le classement, ça vous a rapporté beaucoup de visibilité dans le sens business aussi? Plus visibilité de manière générale, parce que de toute façon, comme je dis, LinkedIn n'est pas sur la plateforme. La noto, quoi. Après, voilà, de la notoriété, parce que nous, on vend notre outil principalement à des social media managers, à des personnes qui travaillent dans l'influence, etc. Parce qu'il y a des qui sont drôles. Excusez-moi, ça y va. Forcément, ça permet de faire beaucoup de notoriété sur LinkedIn, qui est le réseau social le plus important pour nous de toute façon.
Ok, en termes de business, pour aller chercher les décideurs qui vont être abonnés à Favicon demain, quoi. Donc c'est pas en fait finalement les influenceurs qui font votre business, mais ça permet de créer de la viralité pour parler aux social media managers ou aux directions marketing pour connaître le produit, quoi. On a un très fort brand name grâce au classement, c'est-à-dire que les gens en France connaissent le nom Favicon. Tout à fait. En très grande partie grâce au classement. Maintenant, c'est vrai que là où je pense qu'on n'a pas été excellent, c'est dans la transition derrière pour la conversion. Okay. On s'est retrouvé avec plein de gens, parce qu'on parlait ensemble, qui voulaient faire du B2B, et vous en savez mieux que moi. Enfin, il y a énormément de demandes de marques qui veulent trouver des influenceurs B2B, travailler avec. Et du coup, elles prenaient des démos, elles venaient avec nous, et en fait, elles se rendaient compte, non, nous, c'est pas notre business. Et du coup, on a énormément de leads, en fait, perdus dans le vide. Et là, ce qu'on a essayé de faire justement avec ce classement, avec l'annonce qu'on va faire, avec tout ce qu'on va faire derrière, c'est justement là de mieux convertir et de capitaliser sur toute cette visibilité. Après, il n'y a aucun regret à avoir. Hein. Ça a été pour nous extraordinaire. Ça a été hyper intéressant. Et excuse-moi de te couper, mais pour revenir à ta question tout à l'heure, si je devais conseiller quelque chose, c'est en fait, nous, on a apporté de la valeur avec ce classement. C'est-à-dire que les gens, il y avait un vrai besoin d'identification. Et c'est pour ça que les gens, tout simplement, l'apprécient. Donc, si vous voulez faire du marketing, en fait, il ne faut pas juste faire du marketing, il faut apporter de la valeur. Et à partir du moment où vous apportez de la valeur, derrière, les retombées sont positives quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que c'est un travail, on va en parler de votre travail justement, les coulisses un petit peu de comment ça s'est créé, comment les détails, parce que on voit mais Nadia qui effectivement on aimerait bien connaître les paramètres du classement avec des petits clins d'œil, on vous voit et on va répondre à toutes vos questions. Ça va être la deuxième partie déjà. Oui, on est déjà sur la deuxième partie qui vous intéresse le plus. Et là on va répondre à toutes vos questions. C'est parti, Rémi, t'as vu, je fais une bonne transition assez longue pour que tu lances le jingle de la deuxième. Tout sur le classement des influenceurs. La page, hop. Alors, merci déjà de répondre à toutes ces questions-là que tout le monde se pose aujourd'hui. Petite question, comment a été réalisé au démarrage, donc entre octobre et aujourd'hui, le classement? Qu'est-ce qui a changé? Et puis comment vous l'avez réalisé cette année, quoi? Tu veux commencer? Question large. Hein. Vous avez 1 minute. Prenez votre temps. Non, mais je peux commencer en gros, si tu veux. C'est toi qui as lancé le truc un peu. En fait, tout début. Plus on fait de classement, plus on a de data, plus on est précis dans les moyennes, les médianes, etc. Et puis, on apporte des réponses précises sur ce qui est vraiment un influenceur sur LinkedIn aujourd'hui. Donc, on a littéralement maintenant des milliers de profils qu'on a identifiés en amont. On a une base de données, en fait, si tu veux, qu'on ne fait qu'alimenter et qui nous permet derrière de suivre les performances et derrière c'est tous nos algorithmes pour derrière mettre une note Favicon. Ce qui a été le plus long, c'est quand même toute la partie méthodo et après analyse. Exactement. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Déjà, la méthodo, parce que c'est ça qui va donner le score et qui va donner le classement. Donc, c'est super important. Et ensuite, l'analyse, parce que ce classement, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment ça évolue sur LinkedIn, comment les créateurs évoluent. Et du coup, c'est l'analyse qui va être super intéressante. De savoir quel genre de profil, quels sont les domaines qui sont le plus écoutés, qui sont le plus sollicités, combien il y a de femmes dans le classement. Toutes ces choses-là, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pour ça qu'on a une grosse partie aussi analyse une fois qu'on a les données. On passe du temps à essayer de comprendre pourquoi ce profil, pourquoi un autre, etc. Et du coup, vous pouvez donner quelques éléments un peu complémentaires sur qu'est-ce qui a été privilégié ou qu'est-ce qui a une valeur plus importante? Est-ce que c'est les commentaires? Est-ce que c'est les partages? Est-ce que c'est la régularité? Tout le monde n'a pas forcément été dessus, une clé d'explication sur la page où vous avez le classement. Je sais que certains sont précipités, mais vraiment, il y a une page qui explique un peu quand même la méthodologie. Mais est-ce que vous pouvez donner quelques précisions sur la pondération? Comment ça se passe sur cette partie-là, pour le coup? En fait, si tu veux, dans l'influence en général, sur tous les réseaux sociaux, il n'y a pas un critère qui domine les autres. Tu vois, pendant longtemps, par exemple, sur Instagram, c'était le taux d'engagement. En réalité, le taux d'engagement aujourd'hui n'a pas de valeur en soi s'il n'est pas accompagné d'autres critères comme le taux de croissance, le ratio de discussion, le nombre de commentaires. Enfin, tu vois, c'est des choses que tu mets bout à bout. Et nous, notre démarche depuis le début avec Favicon, c'est justement de prendre plein de critères et en les mettant bout à bout, en mettant à chaque fois une pondération, tu es capable d'avoir une note finale qui te donne une idée assez bonne de la qualité d'un influenceur ou non. En l'occurrence, nous, ce qu'on prend en compte, c'est comme tu dis, si tu es dans la méthodologie, ça va être l'engagement, la croissance, mais aussi la discussion. Est-ce que l'influenceur est capable de générer beaucoup de commentaires? Donc, par exemple, nous, l'engagement, soit il n'est pas suffisant, on va regarder ce qu'il y a 98% de likes dans les posts de l'influenceur sur LinkedIn, ou est-ce qu'il n'y en a que 82%? Parce qu'en fait, quelqu'un qui fait 90%, 85% de likes, il y en a plein, ça veut dire qu'en fait, il y a des fortes chances que derrière, soit potentiellement, il y ait des pods, des choses comme ça. Ça veut aussi dire qu'il n'est pas capable de générer la discussion. Tu peux juste expliquer pour ceux qui... On va voir, j'ai une question dédiée pour ça, mais vas-y, tu peux commencer à anticiper. Des pods, c'est tout simplement des groupes d'engagement où des gens s'auto-like et s'auto-commentent tout leur contenu. Il y en a de plus en plus sur LinkedIn. Il y a même des outils qui existent où tu peux le faire de manière automatisée. Alors, ceci dit, on a quand même vu depuis 1 an moins de créateurs qui l'utilisaient. Je pense que c'est moins fréquent que ce que ça pouvait être il y a encore 1 an ou 1 an et demi.
Automatique, oui. Oui, automatique, on en fait, pourra je pense challenger. que Oui, je comprends. Oui, ça a oui, changé, le mode de fonctionnement a changé parce que Eh oui, je vais être direct, mais les bourrins sont fait griller quoi, par les outils, je pense, par LinkedIn, joliment etc. dit, je Donc trouve. ouais, c'est dit avec beaucoup de finesse. Et je pense que maintenant c'est un peu plus subtil, je dirais, Alors, en fait, plus travaillé. En fait, je vais être honnête avec vous. Moi, ça me choque pas qu'il y ait des gens qui sont entre eux, qui se connaissent. De l'entraide, oui. Qui fassent de l'entraide. Tu vois, nous, chez Icon, on a un groupe, on est 12 personnes. Bah, moi, j'ai fait chier tout le monde. Non, en mode, tout j'envoie le un monde post. like dans ta boîte. J'avoue, C'est je dis, horrible. est-ce que vous pouvez liker? Alors, je n'exige pas, hein. Je dis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, n'est-ce pas, Enfin, ceux qui n'ont pas liké sont plus là, quoi. Oh, le tyran, on demande à liker, c'est ça. Conséquence, je ne crois pas. Après, on partage. Voilà, on a un groupe où on partage toujours. Dès que quelqu'un de l'équipe fait un post, on le partage. C'est naturel, etc. Après, il y a des groupes sur LinkedIn, des personnes qui ont des groupes avec beaucoup de personnes Oui, dessus. avec des C'est peut-être centaines pas de le gens. même niveau. C'est l'industrialisation. Ouais. Après, à contrario, quelqu'un qui serait classé ou pas classé, qui dirait, voilà, moi, je veux demain, je suis pas dedans, je veux intégrer le classement. Est-ce qu'il y a 2-3 conseils qui ressortent par rapport aux créateurs de contenu que vous avez pu identifier? Juste après, j'ai une question d'Inès. Vas-y, Alors, en fait, rebondir à ça. En fait, on a réalisé que vraiment les bons créateurs, ceux qui font du bon contenu, n'ont pas besoin d'avoir des likes. Enfin, on n'est plus du tout en 2018. Je veux dire, si tu fais du bon contenu, ça va buzzer. Si tu comprends l'algorithme, ça va buzzer. Si tu fais du contenu de qualité régulièrement dans le temps, derrière, forcément, tu vas construire une communauté. Quand tu regardes le classement des 200 créateurs qu'on a mis en place, c'est des gens qui publient régulièrement, qui ont compris l'algorithme, qui répondent beaucoup à leur communauté. C'est très important. Ceux qui font juste des posts et qui partent, non, c'est pas ça qui marche. C'est vraiment, il y a un engagement. Oui, il faut créer une addiction. Par contre, quand tu dis des bons contenus, ça dépend après de la vision du bon que t'as, quoi. Et LinkedIn aujourd'hui, c'est 25 millions d'utilisateurs. Donc, qu'est-ce que t'appelles, tu vois, du bon contenu? C'est plutôt du bon contenu par rapport à l'algorithme ou par rapport aux audiences. Après, j'ai envie de dire, s'il y a une audience pour ce type de contenu, oui, il y a Il faut trouver son audience. À partir du moment où on a son audience et on sait ce qu'elle regarde et ce qu'elle aime, on peut faire du contenu adapté. Ouais, mais après, tu vois, il y a beaucoup de critiques sur la Facebookisation de LinkedIn. Moi, j'ai envie de dire, si les gens ont envie de voir des vidéos de chats sur LinkedIn, enfin, tant mieux pour eux. Après, moi, j'ai masqué plein de gens à l'époque de l'Observateur Félicon parce que leur contenu ne m'intéresse pas. Mais si ça intéresse des gens, bah, tant mieux. Oui, c'est pas tant le classement n'est pas un classement que vous, forcément, c'est pas forcément des créateurs que vous suivriez ou vous adoriez. Lead, si j'ai bien compris, hein, c'est le plus objectivement possible, prendre ceux qui ont le plus d'engagement et qui correspondent à la tendance du moment. Et Oui, c'est pour ça. Et on parle de volume, on parle de quantité. C'est-à-dire que là, c'est un classement qui classe ceux qui font le plus de vues, le plus de reach, et pas un classement objectif de est-ce que j'aime pas, etc. Donc, oui, bien sûr. Nous, on est 100% objectif. On se base exclusivement sur la data. Donc, à seule exception près on a enlevé ceux qui plagiaient. Donc, voilà, ça, c'est la data, elle ne peut pas le voir, mais nous, on l'a vu, donc on les a enlevés. Copypost a dû vous aider. Ils nous ont bien aidés, mais après, en vrai, c'est tellement grillé maintenant quand quelqu'un plagie. La personne qui a été plagiée, elle le voit direct. Du coup, ça fait des méga buzz, des bad buzz. Donc, nous, on le voit directement. Après, s'il y a quand même une chose pour ceux qui disent qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans le classement, nous, on a vu quand même qu'en moyenne, sur le top 200, les créateurs, ils postent une fois par jour. C'est la moyenne. Donc, c'est-à-dire que si tu postes pas vraiment tous les jours, tu as peut-être moins de chance. Il y en a qui postent pas tous les jours, mais la moyenne, c'est quand même tous les jours. Donc, c'est vraiment un rythme très régulier. Et ça, c'est hyper important. La discipline de poster tous les jours, partager tous les jours quelque chose. Mais après, c'est logique, en fait. Plus tu postes, plus tu comprends ce qui marche. Donc, forcément, derrière, sa tête, c'est la gymnastique intellectuelle. Et la deuxième chose, c'est que plus tu postes, plus tu as de chances que ton post, à un moment, il buzz, quoi. Donc, si tu postes 15 fois par semaine, tu en auras peut-être 3 qui vont buzzer. Et les posts buzz, c'est ceux-là qui vont t'amener une communauté, en fait. Et tu fais un post qui buzz, derrière, ça va te ramener alors là, j'ai abonnés. plein de questions justement sur comment après vous identifiez entre le buzz. Est-ce que vous prenez le total, la médiane, le calcul? Ça va être intéressant de regarder un petit peu en profondeur comment vous étudiez ça. Mais moi, je vous coupe parce que j'ai des commentaires et je veux vraiment que vous posiez des questions. Et si je les prends pas, en fait, vous poserez pas de questions, c'est normal. Donc moi, j'ai une question et c'est marrant que tu poses cette question-là. Là, c'est en l'occurrence Inès qui parle de comment vous faites votre veille, parce qu'on est directement dans le concret là, mais j'aimerais savoir déjà en amont comment vous identifiez autant de personnes, parce que c'est une question d'Inès, c'est vous passez en revue du coup des millions de comptes, ou en France, il faut regarder un par un, c'est un travail à la mano. Enfin, comment vous faites ça? Ça va intéresser les gens, parce que sans doute qu'il y a dans le classement des gens qui me disent je suis là, vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu. Est-ce que c'est possible? Il peut taquer, il peut le dire d'ailleurs. Vous pouvez faire vous si c'est vous, mais ouais, je pense que ça va être intéressant pour dire comment vous avez, parce qu'il y a tellement de monde quand même si c'est plus petit que Twitter et qu'Instagram en termes de créateurs de contenu sur LinkedIn, on le sait. C'est combien de personnes d'ailleurs maintenant sur LinkedIn, vous savez, en créateur de contenu à peu près? Vous avez un chiffre ou pas? Alors, en utilisateur, c'est 25 millions. J'ai le choix d'inscrire à LinkedIn. En créateur de contenu. En pourcentage, vous avez pas à peu près combien
Alors, à vue de nez, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a suivi, je dirais, allez, 10-15 000 personnes qui publient de temps en temps sur LinkedIn. Ok, c'est très peu, du coup. C'est très, très peu. Mais en fait, il faut comprendre que LinkedIn, il y en a beaucoup qui sont dessus et qui postent pas, en vrai. Communauté passive, mais encore, exactement. ça change, mais oui. Ça change parce qu'en fait, tu engages ton nom, tu engages ton entreprise, et beaucoup de gens ont très, très peur de publier sur LinkedIn. Il y a un vrai phénomène d'autocensure, en fait, ce qui fait que, et ça répond à ta question, c'est que pour nous, c'est facile de faire de la veille, puisqu'au final, des gens qui publient, il y en a relativement peu. Après, on a mis en place des mécanismes, voilà, que je peux pas non plus trop détailler, automatisés, qui nous permettent derrière d'identifier dès qu'il y a des posts qui buzzent, dès qu'il y a des posts qui font des vues. Bam, le créateur est pris en compte. C'est des alertes, quoi, que vous avez. Système d'alerte qui nous permettent derrière d'être sûr qu'on passe pas à côté de profil. Même Donc ça veut dire potentiellement, alors c'est une Après, question. ça peut arriver. Voilà, est-ce que ça peut potentiellement une personne qui a jamais fait un énorme buzz, mais qui fait des contenus très réguliers, mais d'une manière, tu vois, un reach linéaire, si je puis dire, lui, il peut ne passer en dehors de votre c'est très peu probable, mais ça peut arriver. Il peut y avoir des failles. Nous, encore une fois, c'est un classement. Mais derrière, on essaie de donner de la valeur. On n'a jamais dit que c'était scientifiquement 1000% précis. Mais globalement, on est assez content des résultats. Et comme je l'ai dit, à chaque classement, on va de plus en plus loin. On a de plus en plus de profils et normalement, on devrait être suffisamment bon. Ouais. Et il y a dans le nouveau classement des noms qui sont, alors, pas forcément dans le 200, mais sur un classement plus petit où des gens, spontanément, s'il n'y avait pas ce radar-là, tu te serais dit, je serais passé complètement à côté. Il y a des noms historiques. On était sur Aguilar, Christelle de Foucault, qui sont des noms très historiques. Amélie, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a dans le top 5, 10, 15, même Coury pour plein d'autres raisons, est-ce qu'il y a des gens, tu dis là, lui ou elle, spontanément, je serais passé à côté s'il n'y avait pas ce travail en amont qui avait été fait, une ou deux ou des personnes d'ailleurs. Oui, beaucoup plus que Jérémy, je pense. C'est ça qui est intéressant. Tu passes quand même plus de temps sur LinkedIn. Alors, tu connais plus. Il y en a. T'arrives encore à dormir ou pas? Non, j'en peux plus, surtout quand on va vous faire l'annonce de fin, vous allez comprendre pourquoi en ce moment c'est un peu compliqué. Il y en a tout simplement parce qu'il y a des niches. Forcément, il y a des biais. Nous, on est une start-up, donc un milieu technologique, etc. Il y a des noms, par exemple, dans le RH. Moi, le RH, je suis pas du tout ce milieu-là. Et il y a un nom dans le classement, effectivement, qui a, je l'avais dit. Content. Il apparaissait un peu nulle part, quoi. On l'avait pas vu venir et au final. C'était Ludovic? C'était Ludovic. Il était pas dans la dernière mise à jour. Il était dans celui-là. C'est vrai qu'il a apparu un peu nulle part, en tout cas de notre côté. Ouais, je comprends. Alors que lui, Julien, toi, tu connais bien, du coup, très bien la communauté RH, forcément. Moi, ma communauté, les 2/3 des grosses writers, tout ça, ils sont inconnus complètement au bataillon. Donc, c'est intéressant de voir parce que c'est quand même très représenté et de copywriters et de grosses marketeurs. Chez les directeurs financiers, les DRH de grandes entreprises dans lesquelles moi j'évoluais, c'est des noms qui sont complètement inconnus. Alors que Ludovic, chez les DRH, c'était des noms qui revenaient. Ludovic Géraudon, on me dit, bah oui, c'est évident qu'il doit être, et d'autres, ah oui, ça c'est ok. Bon, bah, on est piégé aussi par les algos. C'est votre difficulté, je pense. C'est qu'on est tous dans des étaux où on a une. Enfin, c'est la difficulté des réseaux sociaux et d'ailleurs le côté peut-être négatif des fois en termes d'influence, c'est que tu es influencé par ton réseau que tu choisis. Même, tu vois, Vincenzo hier on regardait ou je me dis mais comment ça c'est que j'ai pas vu son contenu. Et j'étais hyper surpris quoi. C'est-à-dire qu'avant je likais, je vois plus. En fait depuis que je mets plus la cloche, je les vois plus. Enfin et ça change en plus très régulièrement. Beaucoup, Donc on prend en plus ton temps de rétention, mais aussi ton like, ton commentaire et en même temps ta veille et les profils que tu vas voir et ceux qui te regardent. Donc après, comme j'ai dit, on a une méthode qui fait que normalement. Oui, vous essayez d'être le plus large possible. C'était un peu le problème qu'on avait dans le premier. Exactement. On avait plus de mal. Il y avait plus de profils où on les avait pas forcément vus parce que justement, ils n'étaient pas forcément revenus ou on s'arrêtait pas dessus parce qu'on n'avait pas l'habitude de les voir. Quoi. Et là, du coup, ça a totalement changé. C'est pour ça que ça nous a pris aussi plus de temps, plus de méthodos, etc. Et moi, j'ai une question qui est de Marie-Estelle et merci pour la question, puisqu'on parlait après des key opinion leaders. Elle parle justement des personnalités dans la sphère politique ou des personnalités, justement, tu parlais de grands dirigeants. Ou vous avez décidé de les mettre dans le classement ou pas, des journalistes? Est-ce qu'il y a eu des... voilà, parce que je n'ai pas vu, par exemple, Bruno Le Maire ou Macron ou des journalistes. On a enlevé les politiques parce qu'on a déjà un classement politique. En fait, et c'est pas vraiment... Ouais, c'était pas le but. Là, on était vraiment sur les créateurs de contenu. Voilà, on a vraiment switché d'un classement d'influenceurs à un classement de créateurs parce que ça nous paraît beaucoup plus intéressant de mettre en avant ceux qui font de la vraie création de contenu sur LinkedIn versus ceux qui l'utilisent juste comme support de communication. Sur un nom, par exemple, qui mécaniquement draine comme des journalistes qui mécaniquement vont arriver. Je comprends. Tu vois, Salomé Saké, par exemple. Oui, on en parlait hier. Ouais, elle fait des stats de malade. Mais derrière, on est allé voir son contenu, c'est sur d'autres réseaux sociaux, c'est juste un support. C'est très clair. Et en soi, c'est pas intéressant, entre guillemets, parce que tout le monde connaît Salomé Saké, elle suit sur d'autres réseaux. C'est pas du LinkedIn. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de dire aujourd'hui qui crée vraiment du contenu sur LinkedIn qui est intéressant. Dédié à ce format. Ça, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est une vraie spécificité. Parce que l'écueil, ça serait de copier-coller, c'est-à-dire des photos d'Instagram qu'on met. Mais là, la volonté, c'était de valoriser des gens qui
créer quelque chose de spécifique sur ce média. Pour ce média, je comprends. Et pour l'anecdote, parce qu'on a un observateur politique, pendant la campagne présidentielle, Zemmour, qui postait 600 fois par semaine sur LinkedIn, parce qu'en fait, son équipe, il copiait-collait tout. Donc tous les tweets, c'était un post LinkedIn et ça sert à rien. Nouvelle technique. Ouais, c'est la technique de Ginonde, quoi. Ginonde. Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant pour Zemmour, c'est que le reach n'est pas, il y a pas eu de corrélation directe entre le reach et le nombre de votes, quoi. Dire que ce qui est dingue, c'est que les personnes qui ont fait le buzz en pensant qu'ils ont fait un buzz incroyable, et pareil, on est dans les étaux d'algorithmes, donc peut-être qu'on pense que lui, forcément, c'est évident, il va arriver, il va prendre 15-20%. Tu te rends compte que pourtant, il en a fait des vues, quoi. Il y en a eu un, quand même, parce que nous, on fait l'observatoire politique, on a commencé en septembre, pendant la campagne présidentielle, et c'est vrai qu'on avait vu de septembre à décembre, sur les réseaux sociaux, il y avait une vraie dynamique de Zemmour sur les réseaux, et on a vu ensuite qu'elle a baissé. Donc, il y avait quand même une corrélation quelque part. Idem pour Mélenchon. Donc, une baissée à la fin, juste avant les... Il avait baissé à la fin, il stagnait en engagement les 3 derniers mois, donc il y avait quand même des éléments de réponse sur les réseaux sociaux. Idem pour Mélenchon, on avait vu qu'à la fin, effectivement, je crois qu'il a fini premier, Mélenchon d'ailleurs sur le classement. Après, voilà, Mélenchon a fini premier, et c'est pas pour ça qu'il a gagné la présidentielle. Mais en fait, comme tout, l'idée, c'est de donner des éléments de réponse, comme sur LinkedIn. C'est pas parce que t'es pas dans le top 200 que t'es pas... Mais c'est exactement la question que je voulais, justement, pourquoi je pose cette question-là, parce qu'on on pourrait faire un autre live avec votre classement politique, mais la question, justement, de se dire influenceur. Là, j'aimerais que Julien réponde à cette question-là. C'est influenceur du classement, n'est pas forcément influenceur B2B. Ah non. Donc c'est pareil pour les politiques, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues qu'on a beaucoup de votes, et c'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues dans le classement qu'on a beaucoup de clients ou qu'on va attirer une communauté qui va ramener du business. Ça, c'est sûr. Alors l'un n'empêche pas l'autre, mais j'aimerais bien avoir ton mot là-dessus. Oui, c'est pas si mécanique. On a eu d'ailleurs l'occasion d'échanger. Je pense qu'il y a une prime, en tout cas pour notre business à nous, qui est de communication d'influence avec des entreprises. Il y a une prime à la qualité aussi du contenu. C'est-à-dire que on s'est aperçu que des personnes où il y a peu d'expertise. Alors moi, je suis ravi d'avoir quelqu'un comme Ludovic ou Florence, parce que c'est quand même compliqué d'être visible quand on fait du droit. Vraiment, alors ça c'est mon âme de juriste qui parle, c'est quand même pas évident. Ou du management, c'est un peu plus facile D'ailleurs, il y a parfois des postes où je trouve que c'est assez copier-coller, et on s'est aperçu que les marques, elles avaient besoin à un moment donné de dire ok, mais c'est quoi cette spécificité? Est-ce qu'il va toucher plus des financiers? Est-ce qu'il va toucher plus des RH? Est-ce qu'il va toucher plus des freelances? Est-ce qu'il va toucher plus des entreprises? Et parce que dans la mécanique, on teste souvent des profils pendant 2 mois et après on voit ce que ça avance. On a pu tester, alors certains s'en sont émus, on en est navré, donc on a parfois nous aussi des retours pas forcément très bons, mais ça arrive, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a pu tester des profils où l'entreprise disait désolé, moi je ne vois pas du tout la compétence et l'expertise de cette personne, tu me dis qu'elle fait des vues, c'est très bien, mais moi franchement ça va faire pchit. Et c'est vrai que on a des personnes qui sont hors classement, qui marchent très bien. Alors un exemple qui est dans le classement, mais c'est Flaubert cette année et on en est très content, c'est un ancien DRH, et naturellement pour des entreprises, l'effet waouh, même personne qui va communiquer sur du storytelling RH va susciter un peu moins d'effet waouh par l'entreprise qui va dire, il va parler d'un produit qu'il va pas maîtriser. Et c'est vrai que ça fait une différenciation entre la personne qui fait des vues ou qui fait du buzz sur des choses très rigolotes ou on a dit son lui petit chat, mais ça peut être un petit chien aussi. Qui un enfant demain. Ou parfois, voilà, des trucs là sur... désolé, c'est un peu un coup de gueule aussi, mais enfin... Allez, vas-y. On lâche tout du machin qui a une maladie incurable, du décès de mon proche. Un peu plus, hein. Je suis au bout de vraiment, je me les abonne automatiquement parce que ça fait de la vue. Et je pense que s'il en fait 4, 5, 6, parce que c'est un peu comme les mots quand on était petit, mon grand-père est mort, moi, il mourait plusieurs fois. Certains, je me dis, c'est pas possible, il ressuscite plusieurs fois dans l'année. Il se passe quelque chose. Il va nous faire 4. Alors, il va faire évidemment au bout du bout 4 millions, 10 millions, 50 millions de vues. Mais pour nous, l'entreprise, elle dit, moi, je veux pas être associé à ça. Alors, ça dépend, c'est ça la différence. Sur nous. Ça dépend des catégories, parce que quand tu regardes le top 10 RH, c'est quand même globalement du sérieux, quoi. Dans le top 10 RH, c'est pas des gens qui vont montrer. Il y a Ludovic et Flaubert chez nous déjà, donc oui, on va dire oui. C'est un piège. Oui. Sur des fonctions HR, je les ai plus tous en tête, pour être tout à fait précis à tort. Moi, j'ai regardé très égoïsme. Ce qui nous intéresse. Non, puis on connaît pas tout le monde. Je veux dire que on a aussi on découvre aussi grâce au classement certains créateurs. On a mis en place une nouvelle catégorie, ça s'appelle culture et sciences. Donc, dans mon Marc-Claude François qui est premier, c'est extraordinaire le contenu. C'est du contenu de fond, c'est des gens qui parlent d'histoire. Jamy aussi, j'ai vu. Il y a Jamy, tu vois, c'est du contenu qui intéresse énormément, et LinkedIn, la démocratisation de LinkedIn permet justement l'apparition de ce type de contenu, parce que je sais pas, LinkedIn il y a 3-4 ans, c'était hyper chiant. C'était des gens qui disaient super, je suis le nouveau post, t'as 10 likes parce que tu fais exit, et c'était fini, quoi. Alors il y a eu et tu partages le très fier d'eux, j'avoue que c'est la phrase LinkedIn, tu vois,
Moi, je le fais aussi. Je Je suis très fier d'eux. On le fera après le live. Très fier de ce live. Mais ça, c'est le mot LinkedIn, tu vois. Mais effectivement, c'est pas ça qui ramène du reach. On est d'accord. C'est pas ça qui amène de la valeur. Après, en fait, t'as un peu des deux finalement, quoi. Tu vois, sur les classements, on devrait demain dire qu'est-ce qu'un influenceur, un créateur de contenu et un créateur de contenu B2B qui apporte de la valeur Mais B2B, tu vois, sur le milieu du monde du travail, tu vois. Ouais, mais justement, je pense que l'avenir, c'est vraiment la création de contenu au sens strict et que utiliser LinkedIn comme support juste pour donner des news, etc. Ça va devenir de moins en moins intéressant. À part faire une très grosse boîte, tout le monde like, quoi. Tu travailles dans une énorme banque et que tout le monde te dit c'est génial cette soirée. Ouais, mais est-ce que tu vas avoir 150 commentaires. Tu regardes les KOL, là, les top 10 PDG de Carrefour, etc. Au final, est-ce que c'est vraiment intéressant ce qu'ils produisent par Ça dépend rapport Je pense qu'il faut un peu de tout. Ouais. Il y a aussi ça, il y a créer du contenu qui va apporter de la valeur, etc. Mais des fois, créer du contenu juste pour partager quelque chose, et c'est pas toujours obligé d'être hyper spécifique, etc. Mais si on fait que du divertissement, c'est sûr que là, le compte devient un peu moins intéressant pour quelqu'un qui vient chercher, en tout cas, Non, mais il y a une des niche, réponses Moi, je trouve ça sur de la RH, etc. Karim Duval, moi, il est très drôle. Je pense que beaucoup le suivent ou j'invite à le suivre. C'est très marrant, c'est fun. En plus, c'est Ça a sa place, ouais, clairement. Et donc, c'est pas du tout. C'est juste de dire que souvent, il peut y avoir une confusion nous concernant. Quelqu'un qui va faire beaucoup de vues, mécaniquement, c'est un influenceur qui chez nous va beaucoup travailler. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça que faux, je- Oui. Et on peut avoir des gens qui sont soit pas forcément dans le cœur du classement, parfois qui ne sont pas classés et qui vont très bien travailler parce que c'est un peu autre chose. C'est pour ça que je modère sur cette partie-là. Mm. Après, ça n'enlève en rien le fait que certains aiment bien parce que c'est divertissant, parce que c'est rigolo, parce que quelque part le ton un peu de la moquerie amuse. Et vraiment, je le Ouais, concède mais tu joues, aisément. c'est dit que ça marche, Et tu donc, continues, c'est en pas fait. du tout une critique, hein. À C'est part les addictif, décès, hein. machin. Voilà, j'en peux plus. Mais c'est pour ça qu'on parle des 200 meilleurs créateurs Complètement, sur LinkedIn. C'est-à-dire que bien c'est des 200 qui maîtrisent le mieux, j'ai envie de dire, l'algorithme de LinkedIn à l'heure actuelle. Mais c'est pas forcément les 200 meilleurs influenceurs Oui. de toute Voilà, Oui, c'est complètement. exactement. Mais on est complètement d'accord. Et sur- C'est pas le classement des années Oui, folles. oui, quoi. oui. Non, mais bien sûr. Faites votre classement. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on l'a pas fait ensemble. hein, contrairement à alors on certains tient à en signaler, Suisse, on n'a évidemment, aucun, il y a aucun rapprochement. Hein. Maintenant, certains s'énervent Et, beaucoup. Ouais, parce que même chez nous, t'as des messages Oui. de l'opinion en off. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on Et est pourtant, totalement ils peuvent être vraiment plus bas par rapport à avant et avoir plus de demandes de collaboration avec nous. Vous voyez, pas de corrélation non, directe. non, pas pas si du tout. mécanique. Après, des fois, il peut y avoir les deux. Hein. Tu prends Ludovic, il a adoré des RH, donc forcément, il y aura des campagnes et il est dans le top 20. Donc, oui, là, il y a, Ouais. ça coche les deux cases. Mais voilà. Nous, en tout cas, sur le business de l'influence marketing qui touche les cadres, les décideurs, le monde de l'entreprise, il peut y avoir une différence, une grosse ou une petite différence sur votre placement. Mais après, c'est vrai que c'est devenu aussi, mais vous l'avez dit, finalement, on est arrivé d'un quelque chose il y a 5-10 ans qui était plus, on présente son CV, on fait du conseil emploi. Certains sont positionnés sur du conseil emploi et cette fois-ci, ça change. Et il y a plus de challenge parce qu'on a une nouvelle génération qui maîtrise des codes différemment, qui va se mettre plus en scène. Moi, j'ai jamais vu autant de photos depuis 1 an de gens qui posent, puis naturel, évidemment, comme ça. Moi, je pose souvent comme ça quand je travaille aussi. Donc, il y a aussi beaucoup ça qui s'est aussi valorisé, à l'instar de copywriting avec des histoires qui sont bien écrites. Parce que faut un talent. Moi, si j'écris, c'est nul. Mais qui sont vraiment bien scénarisées et qui fonctionnent très bien et qui ont challengé des gens qui ont besoin d'installer parfois un élément narratif, qui sont parfois sur des contenus hyper percutants, hyper intéressants, mais pas fun. Et donc, c'est ça que ça met en place. Et pour certains, dans les retours que moi j'ai pu avoir, il y a un côté un peu injuste. Se dire, moi, je me fais un peu suer à faire du contenu avec du fond, et d'autres où j'ai l'impression, je vais pas donner de nom, puis je peux pas, ça va être, on va voir, voilà. C'est pas, c'est un peu facile, quoi. Non, mais et donc, c'est ça pas dépend de l'objectif de chacun, en fait. Tu vois. Ça dépend de l'objectif de chacun. Tu parlais tout à l'heure de l'ego. Mais ça dépend en fait de l'objectif de chacun. Pourquoi il crée du contenu sur LinkedIn? Est-ce que c'est pour flatter son ego personnel et être numéro 1, ou est-ce que c'est pour faire du business et avoir plus de clients? Est-ce que c'est pour être crédible sur son marché lorsqu'il arrive dans un événement et que les gens le reconnaissent pour sa crédibilité dans un environnement très niché? Est-ce que c'est parce qu'il veut être vu de tout le monde et faire les médias, etc. Ça va dépendre. Et quand tu parlais tout à l'heure de copywriting, moi, plein de fois, je suis en train de lire un truc, je dis putain, il est fort quand même parce que je suis en train de lire ce truc qui m'intéresse pas et je décroche pas, je lis jusqu'au bout, quoi, tu vois. Ouais, donc effectivement, ils ont du talent. Alors ça m'intéresse pas, ils ont du talent pour capter je serais très fort en termes de communication marketing. Après, est-ce que je suis là à me dire, j'en sors en me disant, j'ai appris un truc? Non, j'ai rien appris. Pas tout le temps. Ça peut arriver que j'apprenne un truc. Mais je pense que c'est ça sur un peu tous les réseaux de base. Il y en a toujours, il y en a qui vont. Il y en a qui sont forts quand même à faire les deux. Hein, qui vont réussir, mais qui vont réussir à buzzer, etc. avec un peu du rien. Et il y en a qui vont avoir un contenu hyper intéressant, mais qui malheureusement ne vont pas buzzer à ce moment-là et peut-être plus tard, il faut s'accrocher. Non, mais dès que tu touches au personnel, à l'émotion, en fait, c'est intéressant beaucoup plus que tu cliques, l'émotion. Ça fonctionne toujours. Après, ça dépend, des objectifs. Je pense qu'il y en a, ils font pas autant de reach, ils font pas du gros buzz, mais avec quelques posts, etc., ils ont une petite communauté et ils ont des clients
qui vont se dégager de ça. Et peut-être qu'il y en a, ils vont. Ça suffit, tu vois. vont Un client qui va te ramener 100 000 euros ou 500 000 euros, 1 million d'euros, je veux dire, tu t'en fous de faire du like, quoi. Il n'y a pas forcément besoin, en vrai, de chercher le buzz si, en fait, avec ton contenu, il est qualitatif et il n'y a pas énormément de personnes dessus, mais ça fait du bouche à oreille et ça fonctionne. Ça dépend de l'objectif. L'objectif de LinkedIn, c'est pas forcément d'aller buzzer. Même si de plus en plus de personnes essaient, parce que maintenant, s'il y a des créateurs, avant, il n'y en avait pas. Mais c'est pas forcément l'objectif. Et là, justement, il y a des questions sur... il y a plusieurs questions. Il y a des questions de Nabia, Marie et Estelle. Je mettrai en avant, Rémi, à chaque fois les questions. Manon, il y a Marie Estelle qui a une remarque assez juste. Il faut pas oublier que LinkedIn sert aussi pour l'interne des entreprises. Tout à l'heure, c'est vrai, quand je parlais de like d'un groupe, ça sert aussi de l'actualité de l'interne d'une entreprise. On va pas être là pour faire du reach, mais voilà, montrer l'actualité, ça peut quand même servir, mais dans un angle différent, une communauté différente. Monter l'actu en interne, faire de l'ambassadeur en interne. C'est pas là, vous allez pas dans le classement si vous faites ça, hein, clairement. Mais on peut avoir quand même je sais pas, t'arrives au bureau demain, tu travailles dans une tour avec 5000 personnes, tout le monde a vu ton post au sujet de l'actualité de la boîte, ça peut avoir un impact quand même en termes de carrière professionnelle. Tu peux faire du storytelling en faisant. Clairement. Oui. Après, il y a un juste milieu, quoi. Ouais. Mais si c'est juste de l'actualité pure, je pense que tu peux le mettre en valeur et pas juste faire un texte d'actualité, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu peux réussir à romancer, en fait. Exactement. Quand on l'actu, quoi. Ouais, ce qui est, les boîtes font très peu en réalité. Non, mais c'est une erreur. Ouais, le marketing doit s'incarner. Ouais, mais c'est beaucoup de travail sur l'ambassadorat, sur le travail des salariés, sur comment communiquer. Mais tout le monde n'est pas communicant quand tu es salarié dans une boîte. Déjà que c'est sur LinkedIn, ton employeur, il est content. Il y a une vraie barrière. Il s'est mis dans l'entreprise déjà sur sa page LinkedIn. Il dit c'est bien les gars, c'est déjà 1000. Il y en a plein qui n'osent pas poster, etc. Bien sûr. La pression sociale que c'est aussi. Ils n'ont pas d'enjeu. Enfin, je vais pas faire de raccourcis, mais il y a peut-être aussi des créateurs de contenu qui ont moins de risques de poster, de faire des choses clivantes, etc. Et d'autres où c'est hyper compliqué par rapport à leur activité ou par rapport à leurs clients. Ou, tu vois, c'est pas forcément évident. Oui, mais moi, je pense que un freelance est plus libre. Ça, c'est l'ancien monde. Tu vois, ta page LinkedIn, elle t'appartient maintenant. Et je trouve que quand tu travailles dans une entreprise, on n'a pas à te dire, même en soi, les bannières, c'est à l'employé de décider s'il a envie de mettre la bannière de la boîte, c'est à l'employé de décider ce qu'il veut mettre dessus. Et je pense que vraiment, à terme, l'entreprise aura plus son mot à dire. C'est ta page, en fait. Je pense que ça évolue comme ça, mais c'est pas encore le cas partout. Il y a quand même beaucoup d'entreprises. Mais ça évolue dans ce sens, ça, c'est sûr. Oui, puis t'as quand même une obligation de confidentialité d'un certain nombre d'informations. Ouais. Tu peux pas communiquer sur ce que tu veux. D'ailleurs, je pense que si on fait le top 100, la surécrasante majorité, mais de très loin, c'est des freelances ou des indépendants. C'est ce que j'allais demander. Ouais. Donc, en réalité, quand tu es dans l'entreprise, t'as pas une liberté de ton sur ce que tu peux dire. Déjà parce que tu peux parfois relayer des sujets qui sont pas bons. Tu peux avoir des propos soit diffamants quand tu fais pas forcément gaffe ou que le porter une image. On a qui sont parfois emballés. On va considérer que c'est du dénigrement d'entreprise parce que souvent quand tu t'agaces et c'est un motif de licenciement. Donc voilà, les gens, quand on est dans des propos visant à valoriser la marque et valoriser l'entreprise avec des mots qu'on voit tout le temps, pareil, deuxième coup, le mot bienveillance, tu l'as pas employé 10 fois dans ta journée, t'as raté ta journée. Sur LinkedIn. Voilà. Mais du coup, je comprends que ça soit pas forcément évident et que l'entreprise, elle fait super attention à son image. En fait, les réseaux sociaux, c'est un formidable tremplin, mais c'est en même temps une crainte énorme d'avoir un bad buzz et que les salariés ont pas envie de se mouiller. Après, ça peut être un moyen en revanche d'avoir de l'attraction pour l'extérieur, pour des collaborateurs qui ne connaissent pas forcément des projets internes. La cooptation, tu vois. Et qui peuvent se dire, ah bah tiens, je savais pas qu'ils travaillaient sur tel projet ou tel projet, qui sont présents dans tel pays, Donc, je trouve que ça, c'est intéressant aussi pour la marque. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais quand tu regardes les pages d'entreprise, elles font même des grosses boîtes, ils font 3 likes par post, ça n'a aucun intérêt. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a quand même matière à faire beaucoup La seule exception, c'est le secteur du luxe. La seule exception qui arrive un peu à transcender, je trouve, en termes d'engagement, mais pour des raisons liées à leur marque, c'est le secteur du luxe qui, peu importe presque ce qu'ils mettent en place, par des raisons d'image et de puissance de marque, on va y intégrer L'Oréal, même si voilà, mais on va dire cosméto-luxe. Pour le reste, tu as tout à fait raison. C'est même hallucinant d'avoir des boîtes. Nous, on fait des campagnes avec certaines où ils ont 1 million d'abonnés. 1 million. Et il y a, effectivement, tu as raison, 8-10 là. Et tu dis, mais c'est une performance à ce niveau-là. Parce que c'est une communication qui est tellement convenue. Complètement, mais corporate. Pourtant, t'as un univers que tu peux créer. Nous, moi, je suis le premier. On est les premiers. On est certain qu'effectivement, tu peux réussir à faire les deux sur une page entreprise, tu vois. Tu peux réussir. C'était encore un sujet d'hier soir, mais c'est des sujets, l'ambassadora, le quotidien, le storytelling, les séries de podcasts, B2B que tu diffuses sur LinkedIn, des lives, comment on est en train de le faire, répondre aux communautés. Bon, après, ça bouge quand même. Et après, quand tu parlais, est-ce qu'il y a une personne qui avait fait la remarque, justement, Julien, tu peux me donner à Julien le commentaire qui dit, c'est pas forcément l'ancien monde parce qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup de freelance encore qui peuvent avoir, ce qui est pas normal en fait. Parce que tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est pas normal qu'on puisse pas dire ce qu'on veut, mais dans la réalité, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et ça devrait pas l'être, mais si on fait le top 50.
Bon, tu as aussi une nouvelle génération Mais je suis d'accord, qui est ça bouge née quand même, avec tu les vois. réseaux sociaux et qui a cette habitude. D'ailleurs, on voit d'ailleurs des marques qui sont un peu dépassées par des TikTok qui sont posés en Ouais, interne. ouais. L'ancienne génération, elle n'est pas née avec. Moi, je dirais un peu plus de l'ancienne. Elle n'est pas née avec. Elle l'a appris par rapport à la tienne. Et donc, naturellement, elle a un effet de crainte. Quand tu nais avec quelque chose, c'est comme quelqu'un qui dit, je suis contre Internet. Je dis, bah, c'est super. Bon, c'est un peu du même acabit que ça. C'est-à-dire que les gens qui ont une petite trentaine d'années, alors, je n'ai pas 30 ans, mais vont être amenés à certainement utiliser les réseaux sociaux totalement différemment, alors que ceux qui sont là depuis plus longtemps, ils voient tous les risques. Or, les jeunes, ils voient plus les opportunités. Ouais, Donc, exactement. c'est pas le même Je prisme. pense que c'est pour ça que ça pour va le coup. beaucoup évoluer aussi LinkedIn dans les prochaines années. Parce que là, déjà, ça commence à évoluer, mais toutes les personnes qui ont l'habitude de poster sur tous les réseaux, etc., en entreprise, pour l'instant, elles sont peut-être pas en entreprise depuis assez longtemps, certaines, pour oser, mais plus elles vont prendre de l'expertise, plus elles vont avoir envie de s'exprimer sur leur domaine, etc., et plus il y aura de personnes qui vont pouvoir s'exprimer sur LinkedIn aussi, qui vont oser, Bah, il faut et des qui vont exemples, imposer quoi, un tu peu vois. à leur Il à faut leur des entreprise. exemples, aussi des personnes qui fédèrent et qui disent ouais, c'est possible, on peut être ambassadeur de la marque et avoir un peu un ton, une liberté de parole. Effectivement. Après, c'est Et au juste contraire, ça met que en avant les entreprises. Mais c'est le cas à l'étranger déjà. Quand tu regardes au Royaume-Uni, Gymshark aux États-Unis, ils ont des ambassadeurs sur LinkedIn qui sont extrêmement forts, qui font beaucoup de storytelling autour de leur boîte, et ça donne une visibilité énorme à l'entreprise. Et c'est ça pour moi l'avenir de LinkedIn pour les entreprises. C'est s'appuyer sur même des petits créateurs, des employés qui postent, qui font des vues C'est et une derrière, advocacy, comme on dit. Ouais, exactement. Ouais. Mais moi, enfin, je donnerai aucun nom, mais j'ai eu des anecdotes quand même de salariés qui ont communiqué des choses sur LinkedIn et qui se sont fait retoquer par le siège alors qu'il y avait rien de, tu vois. Ouais, mais C'est déjà arrivé, hein. faut changer l'entreprise. Mais non, mais et puis surtout des managers en fait, tu vois, des managers qui prennent la parole sur un sujet d'une problématique dans l'entreprise et leur dit non, c'est pas notre ligne éditoriale en fait. Donc tu ne cites pas l'entreprise. Ouais, Ça peut c'est arriver, comme quoi, tu vois. attends, mais il y a 5 ans sur Twitter, tout le monde avait en description mes propos n'engagent que moi. Ouais. Et là, c'est quasiment plus le cas aujourd'hui, parce que c'est ridicule. Ce sera pareil sur LinkedIn dans 3 ans. C'est juste une évolution naturelle d'un réseau social qui se démocratise, à mon sens. Alors, on va, c'est hyper passionnant, en fait, on pourrait dire, tu vois, ça fait quand même déjà, on est en live depuis 42 minutes, et on va poser, j'ai eu des questions quand même sur, si on peut donner un peu plus peut-être de détails sur, il y a des questions qui sont venues sur le classement, notamment j'ai une question de Manon qui parle de comment, et Inès, je vous ai tout à l'heure posé la question, comment vous avez répertorié la croissance, enfin, comment les classements ont été faits en termes de, est-ce qu'il y a eu des règles de croissance par rapport au dernier classement? Est-ce qu'il y a eu, est-ce que le nombre d'abonnés, tu as parlé tout à l'heure du nombre d'abonnés, est-ce qu'il y a moins d'impact sur le nombre d'abonnés, des bonus, vous pouvez nous dire un peu de croustillant sur ces... Alors, en fait, il faut savoir qu'on a des médianes, des moyennes, donc c'est très statistique. On a Carolina qui font un teint c'est une machine, vraiment une machine. C'est un être humain, hein, on est d'accord. Hein, mais c'est un être humain, Ça mais pourrait parfois être je me pose la question. Et en fait, tout est basé sur des moyennes et des médianes. C'est-à-dire que si tu fais 3% de croissance, j'en sais rien, sur 3 semaines, ça sera comparé à la moyenne de ta catégorie. Donc, si tu as 5000 abonnés et que dans ta catégorie, 5000 abonnés, les gens font en moyenne 2% de croissance, bah, si tu as 1%, tu seras en dessous de la moyenne sur cette catégorie. Si tu as 6%, tu seras au-dessus. Et après, en fonction de la distance, voilà, bon, après des écarts types, etc. Alors, moi, statistique, j'étais nul, hein. Donc, c'est pas moi qui m'en occupe, mais en gros, voilà, tout est basé sur des statistiques. Donc, c'est vraiment en fonction de moyenne. Et comme je disais, on a tellement de données maintenant depuis un an, on a tellement de suivi de profils, de données, que maintenant, on a une idée assez précise de ce que c'est un bon taux de croissance, de ce que c'est un beau taux d'engagement pour chaque catégorie de créateurs. Donc, il y a vraiment zéro subjectivité sur ces critères-là. Ok. Donc beaucoup, vous avez fait des ratios, vous avez mis en corrélation la croissance. Donc on peut avoir peu d'abonnés et être dans le classement, parce qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais qui ont eu une forte taux de croissance depuis 6 mois. Exactement. Après, comme je disais, c'est vrai, un biais pour les petits créateurs, puisque nous, notre but, c'est aussi de faire découvrir des nouveaux créateurs. Ça, faut le dire, je pense que c'est une bonne chose. Quoi, donc voilà, on pondère le critère de croissance, c'est très important par rapport à d'autres. Donc par exemple, le critère d'audience compte, c'est-à-dire plus tu as d'abonnés, tu auras, je crois que c'est sur 5 ou 10 points, mais ça sera moins important que la croissance qui sera sur 20 points. Donc c'est pour ça que tu peux avoir apparaître des petits créateurs qui ont percé du jour au lendemain, parce que aussi, nous, ça nous paraît beaucoup plus intéressant de récompenser tous ces petits qui arrivent, qui sortent de nulle part, qui font des stats incroyables. Donc moi, je prends l'exemple de Mathilde Cossé, incroyable parce qu'elle a fait en 6 mois. Elle a 20 000 abonnnées. Elle fait des posts buzz H24. Est-ce que vous pensez que justement LinkedIn, on en parlait plusieurs fois avec Julien, mais on voit beaucoup de nouveaux créateurs qui montent très vite. Est-ce qu'il y a eu un point bonus de LinkedIn sur la vie? Enfin, est-ce que vous avez des petits croustillants là-dessus sur LinkedIn? Est-ce que vous pensez qu'un nouveau créateur qui arrive est plus aidé par LinkedIn pour créer du contenu et être plus rapidement viral ou pas du tout? Moi, je pense que non. Je pense que tout simplement, tous les petits nouveaux, ils suivent les conseils de tous les copywriters, de tous les mecs sur LinkedIn qui connaissent parfaitement l'algorithme.
Et c'est aussi un peu la justice par rapport à ceux qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas forcément envie de jouer le jeu de l'algorithme LinkedIn à base de gros selfies, de profils, de posts un peu larmoyants, et qui du coup seront défavorisés par rapport à ceux qui n'hésiteront pas à prendre leur téléphone en faisant 3 semaines de j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon job, enfin voilà, des trucs ils perdent énormément de choses, ces gens en général, sans pas de Paul, hein, franchement. Non, mais voilà, on fait référence, je sais plus, un mec qui a fait un post et il disait oui, c'est l'anniversaire de la mort de, je sais pas, c'était hyper glauque. C'est horrible. Non, mais le pire, c'est les commentaires. Ah, mais je me dis, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que c'est les pages avant de nécrophile. Il y a des trucs, on C'est la page la plus lue dans les journaux. Je sais, c'est une niche. Mais je me dis, mais c'est horrible, en fait. Ouais. Alors, c'est la réalité, mais je préfère encore les petits chats, moi. Mais ce qui est horrible, c'est qu'en fait, du coup, les gens commentent parce qu'ils sont obligés de commenter. Oui. Du coup, ça encourage le créateur à faire encore plus d'annonces. Enfin, c'est. Ouais, ça surenchère après, quoi. Ouais, ça surenchère exactement. Mais pour revenir sur les petits profils, pour le coup, sur le top 200, là, on a, je crois, 44% de micro et nano créateurs. Ouais. Créateurs, vous dites maintenant, c'est vrai. Influenceurs, créateurs, à voir. Mais du coup, ça montre bien que c'est vrai qu'on a quand même essayé de mettre en avant tous ces créateurs qui se sont lancés et qui essaient de faire un maximum de contenu qualitatif, etc. Ouais, mais de toute façon, si vous voulez les gros influenceurs, il y a les classements Top Voices de LinkedIn. Ah, mais c'est ma question, parce que je sors un peu, j'ai pas de question, mais j'ai pas est-ce que c'est la mort du Top Voices ou pas? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on a de très bonnes relations avec LinkedIn, avec qui on est en contact régulièrement. Qui nous écoutent, qui soutiennent notre démarche. On est complémentaires. On est pas ni juge ni parti, contrairement à LinkedIn. Donc, on peut se permettre de donner un avis, de donner des notes à leurs créateurs. Eux, ils sont à fond sur la création de contenu. Ils sont à fond sur, de faire émerger des nouveaux créateurs et de pas, justement, que le réseau social se transforme en vrai réseau social et pas juste professionnel. Donc, à partir de là, ils soutiennent notre démarche. Et Top Voices, c'est une autre démarche. C'est vraiment une autre manière de voir les choses. Et les deux, pour moi, sont totalement complémentaires. Bon, ça serait intéressant qu'un jour on invite LinkedIn pour le Top Voices. Comment, j'ai aucune idée de comment c'est répertorié, comment je sais pas, mais ils annoncent officiellement Top Voices. C'est beaucoup d'experts dans l'industrie. On a remarqué que ceux qui sont en Top Voices, c'est vraiment peu d'engagement en général. Ils font pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires. Donc c'est plus dans l'expertise de l'industrie. Ce que tu disais tout à l'heure, en tout cas. L'expertise, je m'enflammerais pas. Ancienneté plutôt, non? Oui. Enfin, la notion d'expertise. Alors déjà, c'est une notion très relative, parce que certains vont dire que, mais c'est vrai qu'on a des gens qui sont là depuis, on va dire, qui ont historiquement créé un compte et qui ont un peu joué. Non, mais c'est la réalité. Moi, je suis vieux. J'étais sur Viadeo, moi, je suis sur LinkedIn direct, donc j'ai Top Voices maintenant. C'était le seul qui s'interfaçait avec mon ordinateur, mais du coup, effectivement, qu'on crée ce compte-là et qu'on poursuivait un peu et qu'on jouait le jeu et qui n'était pas que sur Viadeo, qu'on dynamisait ça. Donc, il marche. Après, la technique du je tag à peu près 3752 personnes pour bien montrer que ça marche, ça me laisse assez perplexe. Ça fait 3700 commentaires. C'est vrai que ça, chez les plus jeunes, ça dépend. Par exemple, la jeune femme, Mathilde Cossé, que je connais pas très bien. Clairement, elle fait son post. Il y a une communauté qui va interagir. C'est ce que j'appelle naturel. Et c'est vrai. Il y en a une, si. Alors, je vais pas dire son nom promis, parce que j'ai fait un post sur elle. Donc, je vais le taire. Avec 2500 partages, quand tu cliques sur les partages, où tu vois que ce n'est que des comptes de repartage, petit message à l'intéressé si elle m'écoute. Je te vois. On vous voit. On dit rien, mais on vous voit. Donc, c'est vrai on voit qu'il y a des communautés très engagées parce que la personne suit. Il y en a d'autres où ça laisse quand même assez songeur et donc et qui était là depuis longtemps parce que la personne dont il est question, c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver. Parce que j'avais mis, c'est pas un copywriter ou c'est pas un gros marketeur, pas du tout. Donc, c'était quelqu'un qui est là depuis très longtemps et qui veut toujours se maintenir un peu à flot. Et donc, les techniques qui restent, c'est soit je trafique un peu le machin, ou effectivement, je tag beaucoup de gens. Mais je peux tout à fait concevoir que quand tu es là depuis longtemps dans un classement et que tu ne te vois plus dans le top 10, dans le top 20, moi aussi, je veux dire, je serais vexé ou je serais déçu. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on retrouve exactement ce qui s'est passé sur Instagram à l'époque, où tu as des gens qui sont là depuis longtemps. Et forcément, au moment, ils stagnent. Et du coup, il y a une frustration parce que tu vois tous les petits nouveaux arriver. Les créateurs. Après, ils font des collabs avec les youtubeurs, on a très bien compris le truc. Ils font des collabs avec les jeunes, les anciens. Et du coup, on s'est rendu compte que ceux qui trichaient le plus, en général, c'était les anciens. Parce qu'il y a une espèce de désespoir en mode, je vais acheter des likes, je vais acheter des abonnés. Parce que du coup, pour rester un peu à la mode, quoi. C'est un peu pareil sur LinkedIn. Il y a aussi une difficulté. Pour les anciens, j'ai l'impression qu'ils ont un peu une difficulté des fois de reprendre un nouveau contenu. De se dire c'est plus ce qui fonctionne, je vais changer de contenu. Et souvent les anciens ils ont du mal à se dire ok ce que j'ai fait avant ça fonctionne plus, je vais prendre un nouveau contenu complètement différent. Souvent ils y arrivent pas et c'est pour ça aussi ils changent tout et j'adore ce terme des anciens. Non mais je sais pas, on dit ancien. C'est quoi un ancien? Romain tu peux mettre dans l'avant, il dit est-ce qu'on créerait pas un classement des gens oubliés par Favico? Ça serait marrant. Vas-y Romain, il y aura du monde à mon avis. Non mais ça il y aura du monde. Est-ce qu'ils parleront après, tu vois, je suis dans le classement des oubliés. J'y étais, mais c'était il y a longtemps, c'était en 1997, on était en francs à l'époque.
Donc Top Voices pour toi, pour vous, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Mais on va les inviter, on vous invite, LinkedIn pour parler de Top Voices. On est très curieux de savoir comment c'est fait. Moi, je suis très curieux depuis des années à savoir comment on répertorie les Top Voices. Mais oui, effectivement, on voit quand même des personnes qui sont là depuis longue date, ouais. Tu vois, un truc, on voit rarement de tout nouveau qui arrive comme dans votre classement. Peut-être le nombre de personnes qui les suivent. Les abonnés, peut-être aussi. Ouais. À l'étranger, LinkedIn, ils ont alors je sais pas si c'était qu'en France, mais ils ont des nouvelles catégories de créateurs émergents. Donc, aux États-Unis, au Royaume-Uni, où là, justement, ils font un peu comme nous, finalement, ils mettent en avant des nouveaux créateurs qui vont passer. Donc là, sur ces choix-là, j'avoue, parfois, je comprends pas trop. Mais globalement, tu sens quand même qu'il y a une recherche de. Je rigole parce qu'Amélie me disent, des anciens vous disent, mais je ne parlais pas. Mais elle est encore dans le classement, mais il est dans le classement, Amélie. Non, mais après, c'est vrai qu'on échange aussi parce que c'est notre job de voir un peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Après, on n'y va pas. Mais si effectivement, et enfin, après, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a des créateurs qui vont toujours percer avec du content, avec du fond, et d'autres qui vont percer avec de quelque chose un peu plus de show et d'entertainment. Le milieu, j'y crois pas trop. Je pense qu'il va falloir choisir un peu son combat et que c'est un peu difficile et que je peux concevoir que se dire, moi, me mettre en scène sur des trucs un peu fake, j'ai pas envie. Donc, il va falloir que je trouve autre chose et l'autre chose, je l'ai pas encore complètement trouvé. Et j'entends que ça soit pas du tout évident, vraiment. Ce qui est en revanche bien, je trouve, dans le classement, c'est qu'on a vraiment des gens avec du fond, du contenu, du professionnalisme qui arrivent quand même à percer. Et c'est pas que des gens qui font du show ou la 357e, j'ai gagné mon million en 24 heures. Je vous explique comment avec le. C'est dingue parce que la semaine dernière, on gagne plusieurs millions en 24 heures, c'est formidable. Donc, j'en parlais hier avec un influenceur qui est dans le classement et on disait que c'était hyper intéressant parce que tu as quand même une toxicité vis-à-vis de tout ce contenu où tu as l'impression qu'ils gagnent tous 10 millions d'euros par an en bossant 10 heures par semaine. Et j'ai l'impression que c'est encore pire qu'Instagram. On voit sur LinkedIn, t'as l'impression que c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Même moi, je me sens comme une grosse merde parfois. Même ceux qui commencent en disant. Va voir le chiffre d'affaires, va creuser le chiffre d'affaires après derrière. On va regarder. Mais du coup, c'est un vrai problème. Et même ceux qui commencent en disant j'ai fait une erreur ou quoi, tu ouvres le post, tu lis le tout, à la fin. C'est pas une erreur. Ah oui. Un jour, j'ai laissé mes plantes crever, mais c'est pas du tout une faute, ça. Non, mais je suis d'accord. Franchement, c'est du storytelling. J'ai tout perdu. Avec un échec, parce qu'il faut quand même un petit échec. Mais quand tu regardes, tu dis, mais c'est tellement pas un échec pour tout ce qui découle. Non, mais tu vois, le storytelling, les histoires, et ça, c'est vieux comme le monde dans les Disney, etc. C'est toujours des histoires où, en fait, c'est un sismographe. En gros, tout va mal et puis ça revient. Et donc, en fait, ils ont employé les mêmes méthodes de copywriting, de storytelling. C'est une catastrophe. J'explique comment je m'en suis sorti et comment j'en suis ressorti plus fort. C'est classique, en fait. Mais après, ils l'ont fait de manière synthétique, textuelle, et c'est là où c'est fort avec le web où le temps d'attention est limité. Donc, faut aller très vite. Et au début, c'est toujours une phrase du style, je vais mourir, mais en fait, non. Mais ça, c'est le conseil que j'ai à donner à ceux qui veulent partir sur LinkedIn. Vraiment, les 2 premières phrases sont fondamentales. C'est hyper important. C'est le plus dur de loin. Mais pour revenir à ce qu'on disait, en fait, l'écueil aussi, je sais pas si vous avez vu, mais il y a de plus en plus d'adolescents qui se lancent sur LinkedIn. Moi, j'ai vu 2-3 créateurs de 15-16 ans qui font des posts en mode, voilà, j'ai 15 ans et je gagne 10 millions par mois. Ah oui, ça t'as dû le voir. Vu, moi. J'ai vu. Bon, il y en a un dans le classement, du coup. Je vois de qui il est question. En fait, c'est du show. Ce que je comprends tout à fait de pouvoir dire ses propos, mais ça rejoint un peu les influenceurs de d'autres plateformes où ça devient un peu une mise en scène de soi-même. Ou à un moment donné, voilà, comment j'ai acheté mon sac Hermès parce que l'autre était ringard, j'avais acheté la veille, c'était la nouvelle collection. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté, il faut en mettre plus en plus. Et c'est le point qui me fait un petit peu peur, c'est jusqu'où ça va aller. Jusqu'où on va aller dans quelque part, c'est dans le voyeurisme, parce que ça, il y a un certain temps, on est quand même à des photos qui sont limites, franchement. Donc c'est un peu voilà. Et encore, t'as pas vu les États-Unis, c'est 100 fois pire. Oui, bah ça me rassure pas du tout. Pas du tout. Tu peux partir si tu veux, Julien. mais je trouve que c'est un peu ça. Et après, effectivement, donc comment j'ai fait mon million en 24 heures, et on a envie de dire, ok, chiche, on passe une journée ensemble, mais en fait, il passe à autre chose. Surtout que parfois, on en voit certains. Parce que évidemment, on se dit, c'est marrant, t'es un millionnaire, t'es dans une chambre de bonne, c'est rigolo. Donc, il y a un côté un peu décorrélé, et en fait, par contre, ils sont pas dupes. C'est-à-dire que quand on échange avec eux, comme c'est des gens intelligents, ils disent, mais bah oui, c'est du fake. Bien sûr que oui, c'est du fake. Enfin, je veux dire, c'est évident que c'est pas vrai en soi. Donc, c'est cette mise en scène qui est une jolie mise en scène, mais dont forcément le contenu de fond, il glisse. C'est plus difficile. C'est pour ça que ceux vraiment qui arrivent à percer, et je pense, parce que nous écoute, mais indépendamment de ça, je pense, percer sur du droit ou de percer sur des professions médicales. Je vais te dire chapeau, parce que honnêtement, teinter de jolies histoires, c'est hyper dur, quoi. Je trouve ça vraiment, d'ailleurs, qui est en finance? Quasiment pas. Des experts en marketing, pas growth, du marketing, moi j'en ai quasiment pas vu. Des communicants qui vont donner des types de communication, quasiment pas vu. La qualité, la sécurité, bref, si je vais tous les grands corps de direction, il y en a très peu. Et c'est là, on en revient un peu à ce qu'on disait au démarrage.
les boîtes, quand elles nous appellent, elles veulent toucher ces gens-là. Je me dis, mais oui, mais quand tu fais de la qualité ou de la sécurité pour donner un peu de l'envie ou donner un peu des choses intéressantes, c'est plus compliqué où tu sais que tu vas commencer et tu vas vraiment acquérir ton abonné un par un, quoi. Et pas par un buzz. Ou alors, c'est comme où tu vas commencer par un truc un peu j'enfonce des portes. J'ai failli mourir il y a 3 ans, j'explique pourquoi. Et by the way, je suis responsable sécurité. Ah ouais, bah c'est un concept. C'est pas ce qu'on avait compris, nous. Oui, mais il y a quand même, je trouve, une tendance de fond, de plus en plus de créateurs. Comme je disais, il y a une catégorie maintenant de culture et sciences, d'influenceurs qui parlent vraiment de fond. Et c'était pas le cas il y a 1 an. Pour moi, dans 1-2 ans, tu auras de tout. Mais c'est ça qui est la beauté de LinkedIn aujourd'hui, je trouve. Mais est-ce qu'ils n'ont pas employé une tactique finalement de se dire il y a peu de créateurs de contenu, donc du coup je vais essayer de toucher tout le monde, alors que dans les autres réseaux sociaux, on conseille dans le marketing d'aller dans une niche, tu vois. Et j'ai l'impression que les gens vont de moins en moins dans les niches, à part certains qui chapeau parce qu'effectivement dans le droit ou dans le RH, ils vont dans une niche tout de même. Alors RH c'est particulier parce que LinkedIn c'est quand même un réseau RH à l'origine, donc il y a quand même une grosse communauté. Alors quand on met RH, meaning, conseil salarié recrutement. Oui. Non mais c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, mais je pensais à Ludovic par exemple, tu vois. Lui oui, mais ça est pareil. Mais d'ailleurs il est passé généralement sous les radars ou les handicaps parce qu'on n'a pas parlé, mais c'est un sujet sur l'inclusion qui est aussi un sujet extrêmement important, et tant mieux, il y en a qui sont... Il y a pas de catégorie inclusion, je crois, par contre. On a une catégorie sociale qui prend en compte l'inclusion. Oui, mais ce que j'ai vu, effectivement, Benjamin et Antoine, bien sûr, mais oui, ça prend aussi de l'importance, ça, c'est un sujet comme l'écologie. Enfin, c'est des sujets dont on d'ailleurs, l'écologie, c'est un des sujets qui est le plus demandé sur LinkedIn. Nous, en tout cas, c'est là où on a le plus de créateurs de qualité. C'est la catégorie la plus concurrentielle, et paradoxalement, une des moins concurrentielles, c'est celle qui parle de business développement. Ouais, la vente, concrètement, la vente, il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de la vente. C'est beaucoup plus sexy de parler de marketing. En fait, les gens font pas tant que ça en marketing. Non, mais en marketing, ils vont tous dans ça dépend ce qu'on appelle marketing, growth ou acquisition client. Mais là, si on parle de vendeur, par exemple, vu que c'est moins vente, c'est moins, les gens se copient, en fait. Donc, ils se disent, bah non, mais il y a plus de place en marketing que finalement dans la vente. Alors que je pense qu'il y a des créateurs de contenu. Je parle de la vente parce que c'est un milieu que je connais bien. Franchement, il n'y en a pas beaucoup, quoi, qui parlent vraiment de techniques de vente. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grosses différences entre la France, notamment, et les États-Unis. Aux États-Unis, la vente, c'est une des catégories les plus concurrentielles sur LinkedIn. Ça, c'est intéressant. Aux États-Unis, pas en France. Clairement. Non, pas du tout. En France, mais parce que c'est moins glamour, j'ai l'impression aussi, ou je sais pas, dans le. Je sais pas, c'est hyper intéressant, tu vois. La catégorie la plus partagée, etc., c'est quand même l'écologie. Donc, je sais pas si c'est une question de glamour ou peut-être d'intérêt pour l'instant, quoi. En fait, quand tu réfléchis, c'est écologie, motivationnel, inspirationnel, un peu de social. C'est vrai qu'on est très loin des sujets liés à l'entreprise. Oui, c'est ça. Technique. On n'est pas tant sur les sujets d'entreprise. Pas du tout, en fait. C'est en fait, quand tu regardes, moi, je regarde tout le bord, je regarde la finance, je reprends même le marketing. En réalité, vraiment quelqu'un qui a fait une analyse de, il y en a qui sont pas du tout visibles. Moi, je vois quelques créateurs, parce que dans le monde de la mode, je vois quelques noms de gens qui décortiquent des marques hyper intéressants. Avant de germer, c'est compliqué. Alors que marketing, c'est quand même un sujet hyper riche dans lequel on peut vraiment faire une politique de prix, de pricing. Il y en a qui essayent d'aller sur ce terrain-là, mais ils ressortent pas. Non, c'est le growth marketing ou l'acquisition growth marketing ou solution pour rendre très visible ton site internet. Finalement, en fait, c'est presque de la lead gen ou du growth marketing. C'est pas du marketing. Pas au sens un peu plus traditionnel, mais au sens de positionnement, de marque, de comment on choisit un nom. Allez-y, les créateurs de contenu, on devrait les motiver, leur dire on vous voit, on a envie de voir. Je sais plus qui avait fait un peu, c'était l'analyse storytelling de, elle est pas dans le classement d'ailleurs, cette petite, je dis toujours la petite jeune fille, moi je sais pas pourquoi je dis ça, c'est ridicule. Je voulais dire la créatrice. Il revient du passé. De Justine Hutto. Je pense à ça parce qu'il avait fait une analyse hyper. Le mec a regardé le truc comme ça. Il y avait une analyse très intéressante sur de la marque et je me suis dit, ça, honnêtement, c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui se penche sur la marque, comment elle est née, pourquoi il y a le nom, comment elle arrive à créer cette communauté. Et ce garçon avait fait quelque chose que je l'avais trouvé très riche. Mais il s'est pris l'un à part fait d'autres. Et c'est dommage, en fait, de pas avoir des personnes où tu pourrais dire, oui, j'ai un expert en RH, un expert en finance, un expert en sécurité. Du coup, il y a une surreprésentation de copywriters et de grosses marketeurs, de mon point de vue, en tendance par rapport à l'entreprise. C'est aussi pour ça que nous, quand on est sollicité, mais en fait, on n'a pas tant de créateurs de contenu que ça. En réalité. Parce qu'il y en a très, très, très peu qui vont toucher. On est assez sélectif et après, le fait qu'il faut cumuler le reach avec l'expertise. Et nous, c'est tout notre combat. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est que nous, notre combat, c'est pas que le reach. C'est réussir à avoir l'expertise, intéresser les entreprises, parler d'expertise et
avoir du reach. Donc quand tu es dans le classement et que tu fais de l'expertise, nous on est là, bravo quoi, chapeau. Il y en a très peu encore. Ouais. On arrive à 1 heure et là on avait, il y a Nora, elle est sympa parce qu'on arrive à 55 minutes, on n'avait pas quelque chose à dire. Nora qui fait partie de l'équipe et qui a, merci Nora. Donc ouais, est-ce qu'il n'y a pas une exclue En parlant des États-Unis. En fait, j'ai lancé plein de petits sites. on les a vus, mais c'est tellement passionnant. C'est hyper US. Allez les Américains. L'annonce c'est très simple, c'est qu'en fait on s'est rendu compte depuis 1 an qu'on avait plusieurs choses, énormément de demandes de créateurs qui ne sont pas français. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de pseudo-créateurs français qui copiaient-collaient du contenu d'autres pays et je mettais juste en français sans et du coup ça passait un peu inaperçu. Du coup on a l'honneur de vous annoncer qu'on va lancer la semaine prochaine un classement international avec des créateurs du monde entier. Alors c'était un travail, c'est pour ça que LinkedIn je sature, mais c'est un travail gigantesque. On est vraiment extrêmement fiers du résultat et surtout je pense que ça va ouvrir pas mal de perspectives même en France de enfin avoir accès à le top 20 sales aux États-Unis, le top 20 marketing aux États-Unis. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a le Royaume-Uni, il y a l'Australie, etc. Et ça permettra en fait d'ouvrir de nouvelles perspectives, je pense, pour des gens. Parce qu'en France, en fait, t'es vachement dépendant des gens qui sont déjà connus, Thibault Louis, de gens comme ça en fait. Et au final, ça permet vraiment depuis qu'on suit ces créateurs américains et étrangers, ça permet vraiment d'ouvrir des perspectives. Donc on a vraiment hâte de sortir ce classement. Alors c'est quand? Tu peux redire la date précisément? À quelle heure? Mercredi prochain. Mercredi prochain et l'heure, elle reste encore à tôt le matin. En plus, avec voir la traduction, c'est intéressant parce que même les non bilingues peuvent aujourd'hui sur LinkedIn quand même avoir. Non mais vous allez voir, c'est incroyable. Ouais. Et puis surtout sur LinkedIn, je trouve que on peut trouver des créateurs français, etc. C'est toujours compliqué d'aller chercher des créateurs qui sont à l'international parce que l'algorithme va pas du tout les mettre. Autant sur TikTok, on tombe facilement sur des gens du monde entier. Autant sur LinkedIn, c'est vraiment compliqué. Donc là, ça va permettre vraiment d'ouvrir. Nous, les Français, on va pas trop voir dès que c'est pas français, tu sais. Exactement. On peut aller en Belgique. Oui, en Belgique, en Suisse ou au Québec, quoi. Ok, donc écoutez, mercredi, on va suivre. Bravo, on a de voir, de pouvoir partager. Et le même principe que le top 200 Exactement, cette semaine. Top 200 dans le monde avec des catégories un peu différentes puisqu'on les a adaptées. Et tu vois, il y a une catégorie inclusion and diversity. Ah ok. Diversity, parce qu'il y a beaucoup plus de profils, notamment aux États-Unis. Ce qui va être important aussi, c'est l'analyse. Du coup, on aura une analyse qui sera vachement différente de la France. Est-ce qu'on va avoir du coup, on va avoir beaucoup de valeur sur qu'est-ce qui se fait aux États-Unis. On va avoir beaucoup de créateurs de contenu qui vont s'inspirer du coup après des marchés anglo-saxons. En fait, beaucoup plus que vous ne pensez. En fait, on se rend déjà compte de base, dans le top français. T'en as vraiment qui, moi j'en ai vu plein qui, c'était littéralement pas du copier-coller, mais ils ont vu le filon aux États-Unis et ils copient quoi. Sur YouTube, c'est la même chose. Oui. Sur YouTube, c'est la même chose. T'as l'homologue français-américain. Ils font même des collabs maintenant entre américains et français. Mais sur LinkedIn, c'est beaucoup plus fréquent que tu ne le penses. On le voit moins. Mais on est moins aguerri en fait sur LinkedIn. Et grâce à Favicon, vous serez aguerris parce que vous les connaîtrez tous. Eh bien, on est prêt mercredi. Suivez Favicon, suivez les années Paul. J'arrive même plus à le dire le nom. Je vois que les années Paul. Les années Paul. C'est inquiétant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Suivez les années folles. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était hyper enrichissant. J'espère qu'on vous a apporté un maximum de valeur. Merci pour tous vos commentaires. Vous étiez nombreux. Et n'hésitez pas à regarder le replay et sur Apple Podcast, Spotify la semaine prochaine. À très bientôt.